Alors, Rabotai, Erev Tov, bonsoir à tout le monde. On se retrouve donc à quelques heures de Matan Torah Tenu. Et puis donc, on en profite pour nous, nous approcher d'Hachem un peu plus, avec un peu plus de Limouda Torah, un peu plus de d'Ivrei Chizouk. On a parlé la semaine dernière de la Hamelut Batorah, le fait qu'au-delà de la mitzvah de Limouda Torah, il y a une autre mitzvah qui s'appelle Amel Batorah. Amel Batorah, mot à mot, ça veut dire se fatiguer, s'investir fortement dans la Torah. Et pour tout un chacun, ça veut dire tout simplement tâcher de faire un peu plus que sa réguloute, que son habitude. Et ça, en soi, c'est une améloute. En soi, c'est une grosse fatigue. Allez, donc chacun mesurera ses forces. Si vous avez pris sur vous d'étudier une demi-heure par jour, ben, faites 35 minutes ou 40 minutes, ça sera de la Torah. Et c'est un cadeau immense que l'on donne à Hachem, aussi bizarre que ça puisse paraître, des êtres microscopiques que nous sommes devant l'infini divin. Et ben, Akadosh Baruch Hu est content. Hein. Ismach Israël Beosav. Israël se réjouira au sein de celui qui l'aura fait, qui l'a fait. Pirouche, Shekol Michou, Misra Israël, que toute personne qui est de conception juive, Yeshlo l'Ismoir, doit se réjouir, Bessimchat Hashem, de la joie divine de Dieu, la joie de Dieu, Bediratobat Artonim, de sa résidence ici-bas. Ça veut dire que toute mitzvah que l'on accomplit, tous les moods que nous faisons ici, on s'attache à Dieu et ça donne une grande, grande simcha que je vous retrouve. Ça peut nous paraître dérisoire, notre limoud, nos mitzvot, en quoi ça peut tellement apporter à Dieu. Eh bien, car à la bersono, comme ça, c'est monter dans la volonté divine. Comme ça, Dieu a décidé que toute mitzvah que nous faisons, à plus forte raison, quand c'est la mitzvah de Talmud Torah Kenegetulam, il est Sas Besameach, Dieu est joyeux, ravi, Bedirato Batartoni. Donc, si on réfléchit à cela, et c'est bien d'y réfléchir à chaque fois qu'on se met à étudier quelque chose, quand on va faire une mitzvah, qu'on fait plaisir à Hachem. C'est énorme. Imaginez par exemple qu'on aime quelqu'un, un garçon qui aimerait son père, ou qui aimerait sa maman, elle veut faire plaisir. Il sait que si il fait quelque chose, sa mère elle sera très contente, et bien ça donne une simcha. Kalvachomer, à plus forte raison, ô combien, une fois plus, à plus forte raison, sachant que nous avons les forces, parce que comme ça, Dieu a décidé de réjouir Hachem lorsqu'on fait une mitzvah, lorsqu'on étudie, comme ça. Alors avant de passer à quelques lachotes, on suit donc Seder depuis quelques semaines. On va se donner, bon, puisqu'on a quelques jours de Matan Torah, donner quelques inyan de Chizouk, tout simplement en rappelant un peu d'histoire juive, si j'ose dire. Ils sont arrivés au Har Sinaï, auprès du Har Sinaï, Rosh Chodesh Sivan. Rosh Chodesh Sivan. Yom Mahu, comme ça c'est marqué. Et donc pour nous, dans notre calendrier de cette année, c'était vendredi. Et là, Moshe Rabbeinu les a préparés, de l'ormal, la midé, de l'omidé. Il n'aura rien dit, il les a laissés se reposer, s'endormir. C'est un sens, bien évidemment, au-delà du fait qu'ils étaient très fatigués, et qu'ils se reposent, c'est normal. C'est un sens beaucoup plus profond parce qu'imaginez comme ça tout un peuple, des millions de personnes qui attendent impatiemment Matan Torah, et puis dans cette attente de Matan Torah, se mettent à dormir alors qu'on est à quelques heures de la Kabbalat Torah. Donc c'est certain, là, il explique la Chassidoute que le but était que la Neshama de chacun devait monter et devait puiser dans l'essence divine. Un niveau de Torah qui n'était pas le niveau de Torah de connaissance de la Torah de la Chokhmat Hashem, de la sagesse divine, mais quelque chose de bien plus profond qui s'appelle la Atzmut Hashem, l'essence divine.
Parce que comme chacun sait, comme j'ai pu le dire la semaine dernière déjà, que Dieu a eu cette force d'être metzamtem et atzmo, de se contracter dans la Torah. Il a mis son essence dedans, et cela est en remèze, est en allusion par le fait que les 10 commandements commencent par le mot Anochi, Aleph Nun Chaf Yud. On aurait pu te dire Ani, Anochi Hashem Elokehem, Asher Otiti Etrei Meret Mitzrayim, je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Pas marqué Ani, c'est marqué Anochi. Pourquoi Anochi? Si on regarde le Rachetevo d'Anochi, c'est Anna, moi, Nafshi, mon essence, Katvit, je l'ai écrite, Yahavit, j'ai donné. Dans les premiers mots des 10 commandements, Hachem, si on peut dire, dévoile un secret fabuleux, qu'il a utilisé cette force qu'il avait de s'écrire dans la Torah, qui lui, pas une manifestation extérieure, enfin une éhara, comme on dit en hébreu, comme une lumière seulement, mais lui-même, Nafshi, l'essence divine, il a réussi à l'écrire dans sa Torah, Yahavit, il nous l'a donné. Yahavit en araméen, ça veut dire donner, comme le Mizmor, dit Havou Lachem Benedim, Havou, donner. Donner. Yahav, c'est donner. Petite parenthèse qui n'a rien à voir. Il est bon de rappeler que le Shoresh du mot Ahava, l'amour, c'est très bien. Orev, Aniorev, j'aime, Ahava, c'est Yahiv aussi, c'est donner. Contrairement à ce que le monde professe, enseigne, l'amour, c'est pas rechercher quelque chose, c'est donner quelque chose. C'est un point très simple à dire, c'est un petit mot, une petite phrase, mais qui est tout le fondement du couple juif. Le couple juif se marie pour donner. Je t'aime, ça veut dire égal, je te donne. Très très beau, il faut se rappeler ce mot. C'est pas un drouche, c'est pas shoot, c'est la traduction. Ahava égale donner, nitina. Et donc, comment est-ce qu'on aime? C'est en donnant. Et on peut se rassurer aussi, nos sages nous disent que ma'im panim la panim, le visage que tu donnes à l'eau, au miroir, eh ben c'est lui qui t'est reflété. Et donc, tu donnes, eh ben, tu as le retour, comme chacun le sait. Et plus tu donnes, et plus tu auras du retour. On ne donne pas pour avoir du retour, mais c'est un fait, fact. Ouvda, on a le retour. Donc, ce Rosh Chodesh, je continue l'histoire juive. Le lendemain, alors c'est le fameux jour où il a fait de nous Memlechet Kohanim Vegoy Kadosh. J'ai envie de vous dire, c'est le Ham Ségoula. C'est ce qu'on nous reproche depuis des milliers d'années. Vous êtes le peuple élu. Mais c'est pas marqué dans la Torah, c'est Ham Anifrar, le peuple élu. Marqué Ham Ségoula, son trésor. Mais par contre, même les Chet Kohanim, c'est marqué. Vous êtes des Kohanim. C'est-à-dire, vous devez brandir le drapeau de l'unité divine et tout ce que ça implique dans le monde, les 10 commandements, qui sont les têtes de chapitre, à la suite desquelles il y a toutes les mitzvot. Eh bien, ce deuxième jour de Memlechet Kohanim, ça veut dire deux choses. D'abord, on est des prêtres. Dans le monde, il y a déjà les Bnei Israël, les Juifs, qui sont subdivisés en trois. Les Kohanim sont proches du Beth Amikdash, les Kohanim aussi un peu dans le Amikdash. Puis les Israël, majorité on est Israël, on n'est ni Kohen ni Lévi. Mais déjà dans le peuple d'Israël, il y a des gens qui sont réservés particulièrement à cela, comme dit le Rambam aussi, toute personne qui veut prendre Kodesh, s'éloigner du monde, des plaisirs de ce monde, Kodesh Kodashim, et s'investir entièrement, il peut le faire aussi, comme ça nous dit le Rambam. Mais le peuple juif aussi, c'est le peuple de Kohanim du monde, des nations. Les nations. C'est ça que ça veut dire. Il faut avoir cette géout, si on peut dire, cette fierté. Mais chez nous, une fierté, c'est pas un mérite, c'est une obligation. Ouais, c'est une obligation, c'est une responsabilité de proclamer au monde, sans honte, sans orgueil, Chadé Shalom, mais sans honte, dire que oui, il y a un Shem Echad, il faut voir. Dieu s'est dévoilé au Har Sinaï, vous expliquez un
Chassidou Olam, prenez un non-juif, vous voulez le rendre Chassidou Olam, vous lui expliquez que Dieu s'est dévoilé au Arsinaï, il a donné la Torah aux juifs, il a donné aussi aux nations. Par l'intermédiaire des juifs, il a donné aux nations les principes fondamentaux d'une civilisation qui n'est pas complètement anarchique. Parmi les Shiva Ben Omar, il y a faire des tribunaux. Ça veut dire quoi faire des tribunaux? Dans le mot à la mode, on fait des pays avec un état de droit, contrairement à ce que faire les pagailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire un état de droit? Il y a des lois. Ça fait partie. Et un pays où il n'y a pas de loi, il ne peut pas être assis dans Olam, parce que n'importe qui peut faire n'importe quoi. N'oubliez pas, l'obligation que les nations ont de faire des tribunaux, c'est une obligation de la Torah. C'est ça qui a été répandu. Donc ça, c'est notre rôle, même les Chet Kohanim, les God Kadosh. Maintenant, dans une sira, le Rabbi rapporte qu'il y a une discussion entre le Ramban, le Nachmani et Rashi sur le sens de Kohanim. Le premier sens, c'est pas celui que j'ai dit, c'est un Kohen. Un Kohen, c'est un prêtre. Ça veut dire aussi autre chose, Kohen. Dans d'autres endroits, comme Rabbi Melech et tout, le Kohen, ça veut dire prince, sar. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans notre quotidien? Un sar, ok. Un dictionnaire nous dit que Kohen, ça veut dire un prêtre, ça veut dire aussi un prince. Mais au-delà de là, les mots ont un sens et les mots ont un impact dans notre avodah. Dire que tout le clan Israël, il est Memlechet Kohanim, Begol Kadosh, ça veut dire qu'on a cette prina, on a ce niveau de prêtre, ça veut dire de s'investir entièrement dans la Torah. Et quand je dis entièrement dans la Torah, ça ne veut pas dire être au collège 24 heures sur 24. C'est avoir une vie de Kedusha où tout ce que l'on fait, c'est les Shem Shamayim. Et ça, c'est le sens de Sar. Kohen égale Sar. Un Sar, c'est quelqu'un qui domine, on va dire, la région sur laquelle il est prince. Eh bien, le juif, il a ce corps, il a cette force d'être un Sar dans sa vie et de faire en sorte que Kol Ma'asecha Yu Leshem Shamayim, de faire que tout soit des Shem Shamayim, que tout ce que je fais, c'est servir Dieu. Ma manière de boire, c'est pour servir Dieu. Quand je mange, c'est pour servir Dieu. Tout ce que je fais, c'est pour servir Dieu. Alors, j'ai une vie apparemment, on va dire, si on me prend en photo avec quelqu'un d'autre, on peut avoir apparemment le même geste. Mais non, c'est pas le même geste. C'est un geste de Gdusha. On voit des personnes que j'ai pu connaître personnellement, que j'ai vu prier, manger, parler, plaisanter, une vie normale, traditionnelle. Eh bien, je peux témoigner que leur manière de manger, leur manière de rigoler, de plaisanter, leur manière de marcher, c'est une manière d'un Yid Froum, un juif pratiquant et qui a intégré les messages de la Torah. Et il est arrivé à ce niveau d'être un Kohen au sens ça, il domine bien sûr ses pulsions, ça c'est évident, mais il domine sa vie, toute sa vie est l'expression de la Kedusha, au même titre que les Havot sur lesquels on dit qu'ils étaient un char, ils étaient un Merkava pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Merkava? Un char, c'est un ustensile qui n'a aucune volonté propre que la volonté de celui qui le conduit. Eh bien, être un Kohen, c'est aussi être un Sar, ça veut dire être maître de tous les gestes que je fais, que tous les gestes que je fais soient consacrés à Dieu. Vous allez me dire, oh là là, c'est un gros programme, on n'est pas à ce niveau-là. Certes, certes, mais notre but à nous, c'est pas d'arriver, c'est de tendre vers. Lo alecha amlacha ligmor. On ne te demande pas de finir le travail. Ah ben, par contre, il va tellement mimeno, il n'a pas la permission d'être mévatel sur cet effort perpétuel, permanent, cette tension permanente que tu as d'arriver à la perfection. On n'y arrivera pas, c'est pas grave. L'infini étant infini, on ne peut pas l'atteindre. Mais si on a une vie, toute notre vie, vers tendre vers l'infini, eh ben, on est un bon juif. C'est comme ça que ça marche. Et c'est ça l'enseignement de Shavuot. Zman Matan Toratenu. Dieu a montré son amour, l'amour qu'il a pour le clan d'Israël, en faisant quelque chose de fabuleux.
il s'est contracté, il est infini, infiniment grand, il s'est contracté, il s'est mis dans le petit. Il s'est mis dans le mot Anochi, comme j'ai expliqué. Ana, Nafshi, Kadvit, Yavit. Il s'est mis dans la Torah. Et dans la Torah, on peut attraper Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si. J'aime bien de redire ces mots. En vous les disant, je tâche de les revivre et leur sentir un peu plus. Sentir que on a fait un pile-poule, on a dit une halakha, on a dit un mot de Torah. On a réussi à être tofes, hein, à être tofes Dieu lui-même. Aussi fabuleux que ça puisse paraître, ambitieux et orgueilleux que ça puisse être. Bon, c'est pas un orgueil, c'est comme ça, c'est un texte. Lisez le Tania, lisez les Sfarim, et ils vont vous dire à quel point ceci est vrai. Voilà donc le mot que je voulais dire. Ensuite, tout ça, c'est pour dire, donc le premier jour, ils ont dormi, donc le Neshama monte là-haut. Le deuxième jour, c'était, dans l'histoire juive, c'est le jour de Memlechet Kohanim et Kod Kadosh, et les jours suivants, c'est-à-dire dimanche, lundi, hier et aujourd'hui, c'était Prisha et Agbala. Ça veut dire l'interdiction de monter sur la montagne, et puis l'obligation de se séparer pour les hommes de leurs épouses. Et ça aussi encore, ça symbolise toute la vie du juif. En quoi? Quel rapport? Pas monter sur la montagne et de faire, faire prichout à quelques jours de Matan Torah. Quel rapport? C'est toute la avoda des fameux chayot, ces anges, qui étaient rato vachov, c'est-à-dire qui montaient, se rapprochaient d'Hachem. Et quand c'était trop, ben, ils étaient obligés de reculer parce qu'ils allaient se fondre en Dieu. Le fait de ne pas monter dans la montagne, ça veut dire, hein, quelquefois, on peut avoir une tendance à devenir trop kadosh, sainte, s'élever, s'élever, s'élever. On n'est plus, le monde, il ne vaut pas la peine. La gâche-mieux du monde, c'est grossier. On veut se fondre dans Hachem. Alors là, Hachem dit non, montez pas sur la montagne. Descendez plus bas. Ce que je veux, mon Hatson, c'est que vous travaillez dans ce monde. Que vous faites toutes les mitzvot de ce monde, travaillez les champs, avec tout ce que ça implique comme mitzvot, Trumot et Masrot, les Shechapea, laisser le coin de son champ, etc. Toutes ces mitzvot énormes, énormes. Travaillez dans ce monde, c'est là que vous dévoilez le divin. Top. Alors si c'est comme ça, ben, je vais travailler le monde, je vais normalement comme tout le monde. Donc, je n'ai pas besoin de chercher des hautes madrigotes. On dit non. Là, parfois, tu dois te séparer de ton épouse, tu vas faire prichout. Ça veut dire, ne sois pas complètement gâchemi, au contraire, il faut se raffiner, il faut vouloir être un ange. Et donc, on est toujours projeté d'un bout à l'autre. Quand on veut être un ange, on dit non, on descend dans ce monde, soit un homme. Quand on veut rester un homme, on dit oui, mais soit un homme saint quand même, ressemble aux anges. C'est ce qu'on appelle les chayot, hatso, vachov. Toujours ce double mouvement. D'un côté, de vouloir se séparer de ce monde parce qu'il n'est pas kidaï, si on regarde bien, c'est chocher kafulum kupal, c'est une obscurité totale. Donc, on a envie de se fondre en Dieu. Alors là, Dieu dit non, non, non. Trop, c'est trop, vous descendez, il faudra aller dans ce monde. Donc, toujours avoir et ceci peut être dans le temps. Il y a des moments, et puis au moment de Yom Kippour et tout, on est pratiquement un ange, et puis hop, la dure réalité, confrontée, et on descend dans ce monde et on travaille dans ce monde. Voilà donc, c'est les 2 jours, donc hier, aujourd'hui. Et puis demain c'est Erev Yom Tov, c'est le fameux jour où ils ont dit, et là, sans que Moshe leur souffle le principe, ils l'ont intuité d'eux-mêmes, Naaseh Benishma. Ce fameux principe que les anges ont demandé, mais comment ils ont eu cette chose-là, sans rentrer dans les grosses explications chassidiques. Naaseh Benishma, ça veut dire, d'abord on fait, Dieu demande, on est battel, on n'est rien, on fait point barre. Nishma, et après, on s'investit, on comprend, on l'installe dans l'intelligence, dans le cœur. Mais avant de l'installer dans le cœur, on fait. Ensuite, Nishma. C'est un sod que le clan d'Israël a intuité de lui-même, ils ont l'intuition de la chose. Et même les anges ont dit, ah, comment savent-ils cela alors qu'ils sont habillés dans un corps grossier? Ça, c'est demain. Et puis, c'est Matan Torah. Voilà, donc, un petit rappel, si je peux dire, des achanot, dans des préparatifs, desquels ont été investis, donc préparer le clan d'Israël par Moshe Rabbeinu, cette succession de jours, donc le sommeil, même les Chet Kohanim, Prisha et Agbala.
et appuyer sur le fameux Nishma avant donc le Matan Torah. Alors, je vais reprendre certaines halachot que nous avions dit la semaine dernière. J'ai eu beaucoup de questions. On prépare beaucoup de gâteaux au fromage, donc on va revenir sur ces halachot. Je n'ai dit quelques-unes rapidement en fin de cours, mais on va revenir là-dessus, que ce soit clair pour tout le monde. Alors, comme chacun le sait, il y a une obligation, lorsqu'on fait des gâteaux ou du pain, de prélever la challah, prélever une certaine partie, une trouma. Il faut savoir que l'on fasse du pain, pas un gâteau, ou que l'on fasse un gâteau, on prélève, si bien sûr, il y a la quantité de farine. Alors vous avez certainement entendu qu'il y avait des discussions dans les poskim. Après le Raphaël Nae, il dit que c'est à peu près 1,6 kg et quelques, il doit être 700. Il y a d'autres mécorotes, on l'a retrouvé dans le Tzemar Tzedek qui dirait 1,250 kg, un peu plus qu'1,2 kg. Bon, celui qui a pris l'habitude de faire la bracha à partir de 1,6 kg, il a sur qui s'appuyer. Mais je précise, parce que la question m'est souvent demandée, on ne parle pas de la pâte pétrie, on parle de la farine avant le mélange avec l'eau. Quand je viens de dire 1,2 kg et 1,6 kg, c'est de farine. Donc, première chose, quand la pâte est pétrie, on prélève. On a plus de prélever comme ça le volume d'un œuf, mais à la vérité, même une petite quantité suffit. Et première chose que je rappelle, puis je vais ajouter quelque chose, c'est que quelle que soit la consistance de la pâte, ça, il y a une obligation de prélever la challah. Ça veut dire que si on fait une pâte, aussi bien de pain que de gâteau, qui est complètement liquide, eh bien, il y a obligation de prélever. Alors, vous allez me demander comment on va prélever si la pâte est complètement liquide. La réponse est premièrement, si la pâte du pain ou du gâteau est solide, vous prélevez sur la pâte. Si les gâteaux ou le pain sont passés au four et qu'on a oublié de prélever, on prélève après la cuisson au four. Par contre, les gâteaux ou le pain dont la pâte est complètement liquide, on appelle blila raka, pétrissage fluide. Eh bien, le pain, c'est assez rare d'en trouver, mais on en trouve. Du pain spongieux comme ça, très léger. Pâte à pain vraiment, mais liquide. Qui a été bien sûr cuite dans des moules, donc à une certaine épaisseur. On n'a pas sur le four, ça sort dur. C'est du motzi et on prélève la trouma de ça. Quand? Eh bien, après le passage au four, parce qu'avant le passage au four, c'est liquide. Hein, on ne prélève pas sur un liquide. De même, les cakes, de nombreux gâteaux que l'on fait à la maison, eh bien, la pâte est complètement liquide. La pâte étant liquide, on ne prélève pas sous forme de pâte liquide, on prélève une fois que c'est cuit. Donc, une fois c'est cuit, vous prélevez s'il y a les quantités dont je parle. Je vais aller plus loin. Si vous avez fait par exemple 1 kg de cakes le lundi, et le mardi ou le mercredi, ils ont fait un deuxième kilo. Si les 2 kilos ne sont jamais rencontrés, il n'y a pas d'obligation, ni dans le premier kilo, ni dans le deuxième kilo, de prélever. Mais si vous souhaitez faire la bracha, être zoché de la bracha, vous pouvez les réunir, vous mettez dans le même kélir, vous recouvrez. Une fois que c'est couvert, c'est mitzaref, ça s'ajoute, et donc vous prélevez. Même que les deux parties n'ont pas été faites le même jour, n'ont même pas été cuites le même jour. Voilà, vous les mettez ensemble et vous prélevez. Un point important qui est soulevé dans le Shulchan Aruch, c'est que pour deux raisons, il est important lorsque vous faites un gâteau à base d'huile, de sucre, d'œufs, chocolat, toutes sortes d'ingrédients qui donnent un goût à la pâte, sur lequel, bien sûr, on fera maisonnote. Il est important de toujours ajouter un peu d'eau à ce gâteau. Pourquoi? Quel rapport? Pour deux raisons. Si on n'ajoute pas de l'eau, si cette pâte-là, elle est faite
exclusivement avec autre chose que de l'eau, de l'huile, je disais, des œufs, du sucre, du chocolat, etc., eh bien, il y a toute une discussion dans les poskim s'il y a obligation de prélever la chala. Comme il y a une discussion dans les poskim, on ne veut pas rentrer dans les discussions, ce n'est pas du tout difficile de résoudre le problème. Prenez l'habitude, chaque fois que vous faites un gâteau, quelle que soit la composition, quelle que soit la recette, vous ajoutez quelques gouttes d'eau, ça suffit. Le fait d'ajouter quelques gouttes d'eau, ça donne obligatoirement l'obligation de prélever la chala de ce gâteau. C'est le premier bénéfice de ce rajout. À la vérité, je dis l'eau, mais en fait, il y a tous les liquides qui amènent la touma. Il y a un rachetevot, c'est yad shachaddam. Yad, shachaddam, yad, yayin, le vin, c'est du vin, ça amène la touma. Parce que comme je sais qu'un aliment qui a été touché par ces liquides-là, si une personne tamée touche cet aliment-là, il rend l'aliment tamé. Si l'aliment n'a jamais touché un tel liquide, il ne devient pas tamé même si une personne tamée le touche. Et vous allez voir que ça pose problème. Donc, je disais, donc, le dam, bon, mais pas du dam, mais du vin, shachat, shemen, huile, chet, tête, c'est le tal, dam, c'est encore, et le même à la fin, c'est le miel, le miel, c'est cette vache, cette vache. Et donc, tous ces liquides-là amènent la touma. Bon, en général, on ajoute un peu d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on gagne au fait qu'on ajoute un peu d'eau dans son gâteau? J'insiste, hein, parce que ceux qui savent pas à la rave rentrent dans un problème. C'est que s'il n'y a pas eu d'eau dans ce mélange-là, la trouma qu'on va prélever de ce gâteau, elle va être tehora, elle va être pure. Bien que la personne qui l'a faite est lui-même impure et donc il a les mains impures. Mais il a les mains impures, mais il n'a pas la force de communiquer son impureté au gâteau en question si le gâteau n'a pas touché ces liquides dont je parle, en particulier l'eau. Donc la trouma que vous avez prélevée de ça, trouma que vous avez prélevée, elle est tehora, elle est pure. Et si elle est pure, c'est un très gros problème. Il est interdit de la brûler. Alors vous avez certainement tous entendu que quand on prélève la trouma, on la brûle. Et quand il y en a beaucoup, on la met dans 2 papiers aluminium, on peut la jeter. Si la trouma elle est tehora, ceci est interdit. La brûler, c'est interdit. La jeter non plus, c'est un zilzoul. Donc la seule solution, c'est de la laisser dans un coin pendant, ça peut être des mois, et au bout de plusieurs mois, ben cette trouma, elle va pourrir, et puis on va l'enterrer ou la jeter. Ça veut dire que je suis en train de vous dire que le fait d'ajouter de l'eau a 2 impacts, 2 conséquences halakhiques importantes. C'est que premièrement, d'après tous les habits, on est obligé de prélever la trouma. Et deuxième chose, c'est qu'elle devient impure, et en la rendant impure, eh bien, il y a la possibilité donc de la brûler. Sinon, on ne peut pas la brûler. De la trouma tméa, il faut la brûler. De la trouma théora, on ne peut pas la brûler. Donc voilà, tâchez de dire ça autour de vous. Je l'ai dit ça récemment, je voyais beaucoup de gens qui tombaient des nues, qui n'étaient pas du tout au courant de cette halakha. Donc il faut toujours s'arranger pour mettre un peu d'eau dans tous les gâteaux que l'on fait. J'ajoute aussi que quand on brûle cette trouma, faites attention de ne pas la mettre dans votre four sans précaution. Parce que cette trouma en question, elle est interdite de consommation. Étant interdite à la consommation, si vous la mettez dans un four, il va y avoir de de la vapeur qui va sortir et qui peut pénétrer les parois. Et ça, c'est encore pas si grave que le fait que la trouma, très souvent, les gens sans précaution, ils mettent ça sur une plaque, il y a une plaque dans le four. Donc cette trouma qui brûle dans le four, elle va contaminer la plaque sur laquelle elle est posée. Donc cette plaque en question, il faudra la cacher les après. Donc tâchez de mettre 2 kissouïm, de mettre papier aluminium,
Ensuite, vous posez le trouma dans le four, elle brûle. Ou alors, vous l'entourez de 2 pailles d'aluminium, mettez à la poubelle, si vraiment c'est dur de la brûler. Mais ne jamais la brûler sans précaution, sans l'entourer, en la posant sur un ustensile ou sur une plaque. Voilà, ce sont des petits rappels évidents, mais que très souvent les questions me sont posées, donc je me permets de vous rappeler cette chose-là. Donc je disais qu'une pâte molle, très molle, ça n'empêche pas du tout d'être du pain ou du gâteau, et donc on prélève la challah. Par contre, je reprends certains points que j'ai dit rapidement la semaine dernière. Si la pâte en question que vous formez, vous la destinez à être frite, comme des beignets avec la pâte à pain, eh bien, le fait que votre intention était de la faire dans l'huile, eh bien, ça vous exempte de prélever la challah. Pourquoi? Parce que la Torah dit que l'on ne prévert de la challah qu'à quelque chose qui s'appelle du lechem, du pain. Or, une pâte destinée à être frite, pas du pain, on va lui donner le nom qu'on veut. On appelle ça un gâteau, on appelle une friture, mais ce n'est pas du pain d'après la Torah. Dans les définitions de la Torah, du lechem, c'est quelque chose qui est cuit au four. Donc, on ne prélève pas la tromba. Si vous voulez être marmire, soyez marmire, comme souvent il y a des marloquets dans les postes qui mettent. Une exception encore, au principe que tout ce qui passe au four ou à l'équivalent d'un four devient motzi et il faut prélever la trouma. Il y a certaines compositions sur lesquelles on n'est pas obligé de prélever. Il y a un din dans le Shulchan qui s'appelle trita. Trita, on traduit en général par la crêpe. Imaginons que vous ayez une pâte à crêpes, donc une pâte très très liquide. Si vous la mettez dans un moule et qu'elle passe au four, on prélève parfaitement, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le pain à pâte molle, on prélève la trouma et on fait moitié dessus. Mais imaginons qu'on en fait des crêpes maintenant. Je ajoute de la farine mélangée avec du lait ou de l'eau, etc. Et puis on étale ça sur une surface plane, du fer, un métal quelconque. Hein. C'est du gaz ou bien via une crêpière, une crêpière, donc c'est fait avec une surface métallisée. On étale donc la pâte. Dans la mesure où la pâte est extrêmement fine, très fine, je dis bien, eh bien, il n'y a pas besoin, c'est pas du pain en quelque sorte, il n'y a pas besoin de prélever la challah. C'est la raison pour laquelle je vois très souvent quand je vais chez les gens, je vois qu'ils ne prennent pas de précautions, ils font des crêpes, enfin, ils distribuent à la famille, et ils ne s'intéressent pas à la quantité de farine qu'ils ont cuit. Et pour cause, parce que précisément c'est très fin. Par contre, je voudrais vous dire de faire attention. Parfois, on fait des crêpes extrêmement épaisses. Ça s'appelle des pinsen, comme ça. Il y a des crêpes très épaisses qu'on fait on met du fromage ensuite dedans, etc. Lorsque les crêpes sont épaisses, par contre, elles ressemblent beaucoup plus à du pain. En plus, elles ne sont pas cuites à l'huile, elles ne sont pas frites. Elles sont cuites sur des surfaces planes. Et donc, les surfaces planes, ça ressemble au four. C'est quoi le four? Le four, c'est un endroit chaud qui cuit sans liquide. C'est la différence entre ce qu'on appelle afia, cuisson au four, et bichoul, qui est la cuisson à l'eau. Bichoul, c'est le modèle d'une cuisson dans un liquide. Et afia, c'est le modèle d'une cuisson sans liquide. Donc, une crêpe, ces blitzen en question, que l'on cuit en les étalant sur une surface plane, elle cuit sans liquide. La pâte, elle se prend tout de suite, elle se durcit. Et donc, ça s'appelle une cuisson au four. Donc, si elles sont épaisses, et la vraie crêpe dont j'ai parlé au début, là, c'est le fameux dîme dans le Shulchan Aruch, que quand c'est extrêmement fin, alors elle perd son dîme de lechem, parce que du lechem tellement fin, c'est pas du lechem. Par contre, si c'est plus épais, c'est problématique et il faut lui prélever. Comme ça disait Poskim.
Ouais, ce sont des petits détails, mais qu'il faut connaître. Qu'il faut connaître, sinon on s'embrouille, sinon des fois, on est très souvent amené à prélever, on prélève pas. Maintenant, certes, si la quantité que vous faites est inférieure, on va dire à 1 kilo, pour être sûr, d'après tous les possibles, 1 kilo, 1 kilo 100, il n'y a pas d'obligation de prélever. Là, ça évite tous les problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir, il faut ajouter un peu d'eau parce que sinon la trouma va être théora et on ne sait pas quoi en faire, on ne peut pas la brûler. Tout ça, c'est bien sûr lorsque on a fait une pâte qui exige donc un prélèvement. Mais si on a fait une petite quantité, il n'y a aucun prélèvement à faire. Donc même si vous prélevez comme ça la trouma, ce n'est pas une trouma, donc qu'elle soit pure, ça ne change rien. Donc c'est bien de rappeler, c'est un petit détail, mais c'est bien de le rappeler. Maintenant, avant de passer à autre chose, je vais voir s'il y a des questions. J'écoute vos questions sur ce qu'on vient de dire. Voilà, c'est une espèce de petite révision avec pas mal de rajouts sur ce qu'on a fait la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Moi, j'ai pas de questions. Juste pour Ah, vous répondre par politesse, pas de questions. donc vous avez 10 sur 10 si je vous envoie un examen. Merci. Bon, ben c'est bien, si tout le monde connaît tout ça, c'est bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer encore une à la route et puis je vais passer à un certain nombre de à la route. Aujourd'hui, on est avant Matin Torah, donc j'ai dit, je vais dire un certain nombre de questions qui m'ont été posées ces dernières heures, je veux dire, pour montrer que la Torah, elle est vivante et puis ça n'arrête pas. On est sollicité sur toutes sortes de questions. J'avais dit que le beignet en question, quand on le fait cuire à l'huile, on ne prélève pas d'obligation de prélever la trouma. C'est mésonote, bien sûr. Maintenant, il y a la question de savoir si on est kové à Seouda dessus, si on mange beaucoup, beaucoup. Alors, je vous rappelle très rapidement encore qu'il faudrait faire un chiot complet là-dessus. On a mangé aux alentours de 230 grammes de ces, de ces beignets. Vous savez, si vous faites des gros beignets, 3 beignets, ça y est, hein, et qu'on est rassasié, il faudrait faire Birkat Amazon. C'est ce qu'on appelle Kover Seouda. C'est le din qui s'appelle en Shulchan Pat Ababekisnim. Les gâteaux, ce qu'on appelle les gâteaux. On mange beaucoup, il faut attendre qu'on est rassasié, il faut faire Birkat Amazon. Et même si on sait qu'on va en manger beaucoup, les khatrila a priori, il faudrait faire Netiat Adayim et puis dessus. Eh bien, je vous rappelle ça pour vous dire que dans les beignets en question, étant donné que les beignets cuits à l'huile n'ont pas un shem de lechem, ça ne s'appelle pas du pain, même si on en mange beaucoup, il n'y a pas d'obligation de faire Birkat Amazon. À l'image de mes répandus, les pâtes, spaghettis ou le couscous. Étant donné que ce sont des aliments qui sont cuits à l'eau, hein, bien avec de la vapeur, etc., pas cuits au four, eh bien, elles n'ont pas un shem de lechem, donc ça induit que, premièrement, je n'ai pas d'obligation de prélever la trouma, deuxièmement, ça ne devient pas du pain, et comme ça ne devient jamais du pain, même quand j'en mange beaucoup, je ferai mésonote et la méchia. N'oubliez pas cette chose-là, hein, c'est quelqu'un qui mange beaucoup de couscous, ou beaucoup de pâtes, de spaghettis, il est bien, bien, bien rassasié, il n'a pas de doute, ah voilà, peut-être qu'il vous avec certains maisons. Par contre, c'est dans certains repas, comme je vois dans les mariages, les gens, bon, ils font maisonneux seulement sur un petit pain, et puis emportés par les dents, c'est la simra, bah, ils en mangent deux, ils en mangent trois, parfois des petits pains maisonnotes, et puis ils mangent la viande, ils mangent le poisson, donc ils sont rassasiés avec l'ensemble de ce qu'ils font. Et puis à la fin du repas, il y a un bon gâteau, il y a une bonne glace. Et ben, dans le rove des cas, les gens malheureusement oublient parfois, et il est bon de leur rappeler gentiment qu'il y a une forte, forte chance que s'ils sont rassasiés, ils doivent faire Birkat Amazon. Et comme ils sont rassasiés, en plus, leur rappeler que c'est une mitzvah de la Torah. Voilà, donc c'est un petit rappel des implications pour montrer que toutes ces halachot, elles sont liées. Le prélèvement de la Trouma, ça induit la bracha, ça induit que c'est du lechem, et donc, quand on en mange beaucoup, eh bien, il faudrait Birkat Amazon. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de conséquences à ces halachot. Voilà.
Maintenant, je voudrais vous faire, s'il n'y a plus de questions, si vous avez des questions, vous m'interrompez, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner certaines questions qui m'ont été demandées à l'approche de Shavuot. Il y a certains endroits où les gens se sont réunis et ils veulent certainement manger ensemble, le midi, etc. Et donc, à l'extérieur, il y a des parasols. La question est de demander, est-ce qu'on peut ouvrir ou fermer les parasols? Sachant que ces parasols ne sont pas bien fixés par terre, vous savez comment, il y a souvent une espèce de une base, un support, et on enfonce le parasol, et puis bon, c'est un peu branlant comme ça. On a un principe. Alors, quel est le problème déjà? Birlan, de quoi on parle? Là, j'ai quitté le Yoredea, j'ai quitté la de Brachot et de prélèvement de la Trouma, je reviens à Ilchot Shabbat. Alors, ces parasols, est-ce qu'on a le droit de les ouvrir? Pour ça, il faut savoir une chose. C'est ce que l'on appelle Oel Haray, c'est un toit provisoire. L'Halacha veut que c'est Moutar Léosif al Oel Haray, Avalo Lasot Oel Haray. Je n'ai pas le droit d'installer une choupa, voilà, je viens de dire une choupa, il y a 4 bâtons, je vais mettre une choupa. Pourquoi? Parce que je suis en train de créer le toit entièrement. Mais si le toit est déjà créé, par exemple, il arrive parfois que y a une petite baraque comme ça recouverte, et puis il y a un rideau, il y a un plastique comme ça qui est entouré autour d'un morceau de bois. Si on ouvre ce plastique en question, qui recouvre l'espace dans lequel vous êtes, d'un téphar, 8 cm, 8 cm, ça s'appelle déjà un OL. Ça s'appelle déjà un toit. Mini-toit, mais c'est un toit. Et donc, ajouter sur ce toit, c'est permis parce que il y a 2 conditions. Je ne le crée pas a priori entièrement. Deuxièmement, il est provisoire. Ça s'appelle Léosif al-Oel Haray. J'ajoute, j'ai un OL provisoire et j'ajoute un OL aussi provisoire pour le compléter. Ce sont des choses qui sont très très fréquentes à Soukot. Beaucoup ont des toits en plastique et puis ils les déroulent, etc. Vous voyez. Donc, pour pouvoir le rouler et le dérouler, il faudrait, dans la majorité des cas, que le plastique en question reste déroulé de 8 cm. Quand vous le roulez, il ne pleut pas, il y a un beau soleil, vous le roulez. Il faut laisser 8 cm ouverts. Et quand on veut la refermer, on referme. Et chaque fois qu'on ferme et on ouvre, on laisse toujours ces 8 cm, ce qui fait que, ou bien on fera un OL à rail, ou bien on va défaire un OL à rail, mais à chaque fois, on défait, mais pas entièrement. Il reste toujours un minimum de chiour, donc c'est bon. Revenons à notre parasol. Donc, pour pouvoir ouvrir le parasol, ou même le refermer, il faudrait qu'il soit un petit peu ouvert avant Yom Tov ou Shabbat. Parce que même Yom Tov, hein, c'est comme Shabbat pour les melachot, à part les melachot qui concernent la nourriture, comme cuire, etc., et porter aussi. À porter mes vachel, ça c'est permis à Yom Tov, mais les autres melachot sont interdits, donc faire un Oel, c'est interdit. Et quand vous l'avez ouvert, si on veut le refermer, il ne faut pas le refermer entièrement, parce que vous annulez le OL. Et il faut laisser un téphar, au moins 8 cm, comme ça, qui soit ouvert. Ça, c'est la première halakha. Donc, c'est un très très bon rappel. Un très bon rappel de ces halakhot, de OL. Par contre, c'est bien de savoir, imaginons que vous avez un OL comme ça qui est sur un support avec même des roues, ou bien des fois ça enfonce au milieu d'une table. Il y a un trou au milieu de la table, vous avez l'OL. Parfois, on déplace la table et il y a tout l'OL qui se déplace avec. Ça, c'est pas interdit. C'est pas interdit. L'OL est déjà fait. Oui, la protection au-dessus, le toit, il est déjà fait. Le fait de déplacer le toit, il n'y a pas d'interdiction. Bien qu'on pourrait dire que finalement, imaginons que dans mon jardin, à la partie gauche de mon jardin, j'ai un toit, à ma partie droite, j'en ai pas. Si je déplace tout le toit, quelque part, je crée un nouvel espace protégé dans un autre endroit. Donc on pourrait penser qu'on crée quelque chose là-bas. Mais non, c'est pas interdit. C'est pas interdit le fait, parce que le toit en question est déjà fait.
Et le fait de protéger un autre espace, ce n'est pas une interdiction. Je ne crée pas l'OL. L'OL, il est déjà fait. Le toit, il est déjà fait. Même si maintenant, il va protéger un autre espace. Je ne sais pas si tout le monde me comprend. Hein. Si vous ne comprenez pas, posez des questions. Donc, on peut le déplacer. S'il est ouvert, on peut le déplacer. Voilà. Donc, je conclus avec cette question qui m'a été demandée. Une autre question qui m'a été demandée, c'est que des personnes, pour diverses raisons, il y a beaucoup d'invités, beaucoup d'amis, sont amenés à tremper beaucoup de vaisselle. Et ils ont sous la main des grands garçons, très dégourdis, très intelligents, mais non bar mitzvah. 13 ans, moins quelques semaines, mais enfin, ils sont tout à fait capables de tremper, il n'y a pas de problème. La question est, peut-on demander à ces enfants de tremper la vaisselle, Erev Shabbat ou Erev Yom Tov? Ça aide énormément. Alors, la réponse, elle est fine. De manière générale, lorsqu'il y a une mitzvah à faire par un adulte et qu'on veut la faire faire par quelqu'un d'autre, l'autre, il est en principe shaliach. Et mon shaliach, c'est-à-dire il travaille à ma place. Et on dit en shlichut la katan. Cette notion de délégation n'existe pas avec un enfant. C'est-à-dire l'enfant ne peut pas être shaliach. Cas classique, marapade, une personne peut faire des kiddushin à une femme en tant que shliach. Il est dans un autre pays, il dit voilà, je suis nommé par telle personne pour te faire les kiddushin, tu vas être marié. Elle dit ok, d'accord. Et donc il dira Aréat Mekoutéchet, les plonis, tu seras marié à ploni, Betabazou, grâce à cet anneau. Bon. Dans la Tfilat Kelim, c'est un petit peu différent pour la raison suivante. C'est qu'en fait, il n'y a pas une obligation que ce soit une main d'un Yehudi adulte, d'un Gadol. L'essentiel, c'est que le Kéli soit dans l'eau. À tel point que, si par inadvertance, il y a un stock d'ustensiles qui sont tombés dans le migvé ou à la mer, eh bien, ils sont trempés. Ah, il n'y a personne qui les a trempés, mais il n'y a pas une mitzvah comme ça, indispensable, d'être trempé par une main d'un adulte. Il n'y a pas un yann comme ça. Le yann, c'est essentiellement que l'objet soit trempé. Je fais une petite parenthèse intéressante. On raconte qu'il y avait certaines plages pas très cachères, des mélanges un petit peu, et certains ont voulu faire une pétition pour interdire. Et ils avaient demandé, on m'a rapporté, hein, je vous l'ai dit sous Bli Acharayut, sans responsabilité. On a demandé au Rabbi de signer sur cette aide. Le Rabbi n'a pas voulu. Il a dit je ne signe pas. Alors, bon, ils n'ont pas compris donc pourquoi. Le Rabbi a répondu comme ça. C'est évident que c'est interdit d'être dans des plages mixtes comme ça, du tsnio, etc. C'est évident. Mais si je favorise donc la fermeture de cette plage à cause des mélanges, il se pourrait qu'une femme qui était sur le point d'aller se baigner à la mer ne va pas y aller. Et ça saute cette femme. Si elle était allée à la mer, elle s'est bien nagée. Pendant quelques instants, elle était sous l'eau. L'eau, c'est un mikvé. Alors que si je lui interdis, elle ne va pas à la mer. Et donc, elle va le soir, peut-être avec son mari, en étant en état de nida. Extraordinaire. Ça veut dire que malgré l'absence de tous les préparatifs que l'on fait d'habitude, etc., malgré le fait qu'elle s'est trempée dans l'eau sans aucune kavana, elle est allée pour se baigner, malgré tout, ça la rend théora. Donc, vous voyez à quel point, dans ce qui concerne la villa, il n'y a pas un lien de kavana. D'abord, j'ai la kavana de me tremper, l'échelle, mitzvah, etc. C'est bien, on peut avoir des kavanotes, la malo. Mais ce sont des kavanotes qui ne sont pas meakev, qui ne sont pas sine qua non, qui n'interdisent pas, qui n'invalident pas le migvé. Je reviens à ce que je disais. Tout ça pour vous montrer que bon, on peut devenir taor, simple, parce qu'on est dans l'eau, on est tombé. Quelqu'un, voilà, une personne
et qui va aller au bout du guet, il est sur un pont, je le pousse, il va dans l'eau et ça y est, il est à hors. Donc pareil pour les ustensiles. Donc, quand je dis qu'on va, c'est un problème de laisser tremper les enfants, le problème n'est pas que le trempage de l'enfant, il n'est pas valable. Il est caduc, il n'est pas valide. Il est valide. Le problème qu'on a avec l'enfant, c'est qu'ils ne sont pas Neeman. On n'est pas sûr qu'il a vraiment fait la chose. C'est ça le problème. Le problème de Neemanout. Alors que dans tous les autres cas de Kiddushin, etc., c'est pas une question de Neemanout. C'est une question qu'un enfant, il ne peut pas faire l'acte. En supposant par exemple que l'enfant il ait remis la bague à une dame en tant que shliach, elle n'est pas mariée, la dame, même si devant des caméras, devant des milliers de personnes. Parce que le geste de l'enfant n'a aucune valeur à Pitora. El Shechot Katan. Par contre, le fait qu'il trempe lui-même, ça ne dérange pas. C'est comme si le kéli est tombé tout seul. Donc, à la limite, si on a des témoins de loin qui ont vu que ça a été trempé, on n'a pas besoin de l'aïdout, on n'a pas besoin du témoignage de l'enfant. Bon, ça marche. Bon, après cette introduction, je vais ajouter que de nombreux postes qui me disent qu'il y a des kélim sur lesquels on peut compter sur l'anémanie du petit. Pas tous, hein, il y a des discussions, mais en cas de besoin, on pourra l'utiliser. Quel kélim on peut te faire tremper par un enfant? Je parle d'un enfant dégourdi qui comprend, hein, c'est bien compris. Hein, comme on dit, on a confiance en lui, mais qui est un enfant. Eh bien, dans tous les ustensiles dont l'obligation de trempage est seulement midera banane, on peut faire confiance à un enfant. Ça veut dire les ustensiles en verre. L'obligation de tremper sur des ustensiles en verre, c'est midera banane seulement. À plus forte raison, tout ce qui est porcelaine et tout, les tasses et tout ça, à plus forte raison. Donc les seules choses qui resteraient Minatora, ce sont les ustensiles en fer, en métal. Sur le métal, on ne peut pas faire confiance au petit, au katan. Par contre, sur les autres ustensiles, on peut leur faire confiance. Donc ça sort, d'après ces postes, une énorme coula. Si vous avez 200 verres à tremper, des assiettes à tremper, etc., etc., on peut faire confiance à des enfants qui les trempent. C'est bon, on fait la bracha, on prend tout. On les laisse, on leur fait confiance. Comme intéressant. Encore une fois, il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y a un prime Gadim qui dit non, il n'y a pas presque à Tissot et tout. Bon. Mais en cas de besoin, on peut s'appuyer là-dessus. En cas de besoin. Et vraiment, il n'y a pas le choix. Maintenant, si, comme je vous ai dit, beaucoup d'ustensiles à tremper et qu'il n'y a qu'un seul adulte qui n'a pas le temps, sachez que si on a un gadol omed al-gabav, c'est un grand qui surveille, ça marche. Parce que je vous ai expliqué que le problème, ce n'est pas que le trempage de l'enfant ne marche pas. Le trempage de l'enfant, il marche à 100%. Le problème, c'est qu'on n'est pas. Si on s'appuie sur son témoignage, il dit oui, j'ai trempé, on ne peut pas lui faire confiance. Mais si un adulte qui surveille, c'est sûr qu'on fait confiance. L'adulte est là. Donc l'adulte dit oui, j'étais là, j'ai vu les enfants tremper. Donc c'est une super solution de se faire aider à tremper des ustensiles comme ça. Et dans ce cas-là, même les ustensiles qui exigent une tvila minatora, chose en fer. S'il y a un gadol qui les surveille, il peut le tromper. Et croyez-moi, ça a aidé beaucoup de familles. Il y avait quelques petits garçons bien dégourdis qui se sont fait un petit peu de KSF, là, comme ça d'ailleurs. Eh bien, il y avait un adulte qui était là et puis qui surveillait, puis les enfants, ça allait vite, hein, tout un groupe d'enfants qui ont trompé des centaines et des centaines d'ustensiles comme ça dans le milieu, avec surveillance d'un adulte. Voilà, donc ça peut vous intéresser, puis ça permet de comprendre un peu la teneur de cette mitzvah. Bon, je vois que le temps court très vite. Je vais en dire encore une autre chez là que j'ai eue. Alors celle-là, je pense que l'on a parlé les années passées. Très bientôt, aux Hashem, c'est Shavuot. On a un repas de lait suivi d'un repas de viande. Et vous savez qu'il y a un certain temps d'attente entre les deux. À part certains fromages durs qui exigent plus qu'une heure, la majorité des fromages, c'est une heure et tout c'est bon.
tout ce qui est yaourt, lait, tout ça. Bon, il y a divers, je ne rentre pas dans les minagim, il y en a qui permettent à moins que ça. Bon, je ne peux pas rentrer de. Enfin, je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je ne veux pas revenir là-dessus. Toutes les culottes qu'il y en a qui n'attendent pas du tout. Enfin, il y a toutes sortes de culottes là-dessus. Si on te l'a bien la bouche, etc., etc. Je ne parle pas de ça. Je parle, notre minac, c'est d'attendre 1 heure. 1 heure entre le repas de lait et le repas de viande. Alors, le point que je voulais ajouter, qui m'a été soumis, d'ailleurs, on me l'a demandé, est-ce que les mots que je viens de prononcer, 1 heure entre le repas de lait et le repas de viande, c'est Bedavka, entre le repas et le repas, ou bien non, entre la consommation de lait et la consommation de viande? Ça change tout. Parce que si on attend entre les repas, ça veut dire qu'après avoir fini le repas de lait, il faut attendre encore 1 heure. Eh bien non, non. Ce qui est indispensable, 2 conditions. D'abord, faire le bracha chona. Si vous avez mangé du pain avec le lait, vous faites birkat Amazon. Si vous avez mangé du gâteau, vous faites un amechia. C'est clair. Il faut, c'est indispensable. On n'a pas le droit de manger et du lait et de la viande dans le même repas. Il faut finir le repas. Et finir le repas, ça veut dire faire la bracha chona. Fini, stop. Ensuite, on mange le repas de viande. S'il y a moins d'1 heure entre la fin du repas de viande, du lait et de viande, c'est pas grave. Vous pouvez par exemple faire le birkat Amazon sur le repas de lait et 10 minutes après, vous remettez à table pour manger le repas de viande. 10 minutes après, pas grave. Ce qui est essentiel, c'est qu'entre la consommation du dernier mets de lait, il soit séparé de la consommation de la viande d'au moins 1 heure. Vous voyez. Donc, ce fameux chiour d'1 heure, c'est entre les consommations et pas entre le début et la fin des repas. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Bon, je vous finis avec une halakha, et puis si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Encore une question qui est souvent demandée. C'est la fête bientôt. Il y a 2 personnes qui m'ont demandé la même question. Ils m'ont dit la chose suivante. Je fais mincha et m'arrive à la choule, et puis je suis dans un minyan où ils font m'arrive plutôt, pas comme notre minaganou de faire d'abord mincha avant la shkia et de faire m'arrive bismano la nuit. Donc cette personne m'a dit c'est un bachour qui vit seul. Il y a un autre cas, c'était un adulte, mais dont la femme n'était pas là, elle était en voyage et tout. Mais je ne sais pas quand allumer les bougies. Je ne sais pas quand allumer les bougies. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on fait mincha. Je n'ai pas le temps de rentrer à la maison pour allumer les bougies. Pas le temps. Parce que pour rentrer à la maison et revenir, c'est 3 quarts d'heure. Donc, je n'ai pas d'un quart d'heure. Pour 3 quarts d'heure, ils auront fini ma rive. Donc, quand est-ce que je vais allumer? Ah, vous allez me dire, je peux peut-être allumer après ma rive. C'est pas possible. Puisqu'il fait ma rive avec la Keïla, donc il est obligé d'allumer avant. Il ne peut pas allumer après. Donc, ils sont coincés. Complètement coincés. Puis vous savez, parfois il y a des problèmes avec le plag à mincha, on ne peut pas allumer les bougies avant le plag, parce que vous allez me dire, il n'y a qu'à allumer de bonne heure, 1 heure avant, 1 heure avant mincha. C'est souvent pas possible parce que le plag c'est vers 8 heures. Je parle de France, en France. C'est vers 20 heures. Donc il ne peut pas allumer plus tôt que 20 heures. À 20 heures, c'est mincha marib, je prends la choule à 20 heures, donc il ne peut pas allumer plus tôt. Ils sont obligés d'allumer plus tard. Et donc plus tard, il y a ce problème-là. Donc, quand allumer, voilà, on est coincé. J'espère que tout le monde a compris le problème. Hein, certainement, ça va arriver à certains. Mincha m'arrive à la choule. Quand je vais trouver un petit moment pour allumer les bougies. Alors, quand la femme est à la maison, ou si vous avez une maman ou une grand-mère à la maison, ou vous avez un ami à la maison, ou vous avez un adulte, une fille de plus de 12 ans ou un garçon de plus de 13 ans, il peut allumer à votre place en tant que shliach. Aucun problème. Si on trouve. On pourrait discuter aussi sur autre chose. Est-ce qu'on pourrait demander même à un goy d'allumer? Vous connaissez ce Admor Azaken qui dit que si on a dépassé la shkia, le coucher de soleil est passé,
et que par inadvertance, il y a eu un problème, on n'a pas pu allumer, on peut demander à un non-juif d'allumer. Et le Shitat Admor Hazaken, c'est que le juif peut faire la bracha sur l'allumage du goy. Bon, ça peut être une solution. Si on trouve un goy qui va allumer pile entre mon mincha et mon mari, parce qu'il y a pas. Par un goy, c'est possible. Même pas entre mincha et avec un goy, on pourrait demander même après. Bon, et demander à un goy d'allumer à la maison, c'est très compliqué. Ça veut dire, ça supposerait qu'il n'y ait pas un juif à la maison à qui demander d'allumer, et on va donner les clés à un goy pour allumer. Bon, la météo me semble un peu délicate. Alors, j'ai proposé à ces personnes la solution suivante. J'ai tout compris, hein, j'espère, hein, que comment allumer avant Maariv. Parce qu'après Maariv, c'est fini. J'ai fait Maariv, je ne peux plus allumer. Alors, je vais proposer la chose suivante. Vous finissez Mincha à la soupe. Vous prévoyez du vin et du gâteau à la chaude. Après Mincha, on aura dépassé le plag. On est plus que le plag, on peut faire moti. Moti ou maisonnote. Vous faites kidouche, faites rentrer Shabbat, faites kidouche, vous buvez votre verre de vin, mangez une certaine quantité de gâteau. À la choule. Qu'est-ce que je gagne en faisant ça à la choule? Je gagne que si j'allumais les bougies à la choule sans manger, je ne peux pas. Parce que l'allumage doit être fait dans un endroit où je vais en profiter de ces bougies. Et en profiter, en l'immense majorité des cas, c'est manger à la lueur de ces bougies. Vous voyez? Donc, il a dit, tu finis Mincha, tu allumes les bougies de Shabbat, tu fais rentrer Shabbat. À côté de ces bougies, tu fais le kiddush, donc tu auras profité de ces bougies. Donc, tu n'as pas fait bracha les batala. Après, tu vas rejoindre le minyan qui fait marier. Ça peut être une solution. Ça paraît un peu tiré, mais je connais des gens qui sont vraiment pas complètement coincés, ils ne savent pas trop comment allumer les bougies. Alors, en général, c'est les mamans qui sont à la maison, ok. Mais beaucoup de gars, des personnes qui sont veufs, hein, je connais un cas d'un veuf et qui a ce problème, il est avec sa tibour, c'est lui qui fait chaler tibour, c'est lui qui s'en occupe. Il dit, je ne vois pas où placer un moment où rentrer chez moi, allumer vite les bougies. J'ai dit, une solution serait que après Mitra, tu vas à la cuisine, tu fais ton kidouche, tu manges du gâteau, tu quittes du kidouche grâce au gâteau et au vin, tu as fait rentrer Shabbat, à côté des bougies, tu allumé les bougies à la cuisine, donc tu quittes déjà des bougies. Et ensuite, tu vas faire marier. Voilà, donc je vous ai donné plusieurs solutions pour des cas un peu tirés parfois. Allez, j'espère qu'il y aura quelques questions. Je vous écoute. Oui, juste une question, Rav Zerbib, sur le fromage. J'ai entendu que pour le camembert, il fallait attendre 6 heures. Oui, on dit que c'est un fromage dur et que c'est comme certains fromages qu'il faut attendre 6 heures. Vous entendrez tous les avis là-dessus. Ce que je sais, c'est que à l'époque de Ravilel Pevnez, lui-même faisait du fromage. Il disait que le fromage se fond maintenant tellement rapidement, ça n'a rien à voir avec les fromages d'autrefois, où il vieillissait très longtemps. C'est fait maintenant avec des méthodes très rapides. Et il disait 3 heures, c'est largement suffisant. J'ai entendu même 1 heure, ça peut être suffisant. Parce que Tachlès, c'est très bien. Les camemberts ne sont pas durs maintenant. Ils s'étalent très vite et tout, c'est pas dur du tout. Je ne parle pas maintenant des bombelles, ouais, des fromages suisses ou des fromages vraiment très forts qui sont faits à l'ancienne, vous voyez. Mais le camembert, le rov de nos jours, non. Élémental? Les mentales, c'est possible, ça dépend de. Les mentales, c'est possible. Ouais. Les mentales, et d'ailleurs, vous voyez que c'est très fort comme odeur et tout. Il serait bon de savoir combien de temps ils mettent pour le faire. Mais j'ai ouï dire que même certains fromages comme ça, mental de nos jours, ils ont trouvé des méthodes de faire très rapidement. Et donc, ils ne sont pas mochertam. Alors moi qui suis un amateur de fromage, quand j'avais le fromage, je n'ai pas comme autrefois les relents vous voyez, de bleu, etc. Pendant tout le temps, tous les niens, c'est mochertam, c'est qu'il y a toujours un peu le tam dans la bouche. Mais de nos jours, il n'y a pas beaucoup de fromage comme ça. Autre question?
Oui, je voulais vous poser une petite question. J'ai cru entendre que, vous savez, par rapport à la tefila des Kélim, c'est pas pour des jeunes. Si par exemple, si vous voulez acheter un cadeau à quelqu'un et que vous lui trempez l'ustensile, c'est pas valable. Pourquoi ce serait pas valable? Euh, Vous avez oui. expliqué pour les jeunes, mais pourquoi, entre guillemets, non, pour pas des personnes adultes? Non, 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 ce que j'ai expliqué, c'est tout simple. C'est que des personnes qui ont de la vaisselle, qui doivent se tremper, j'ai acheté de la vaisselle, je vais la tremper. Si je prends des jeunes pour m'aider à les tremper, ça ne touche pas ce que vous dites. Vous dites, c'est qu'une personne qui achète des kélims dont il n'est pas le patron, il les achète juste pour en faire cadeau, donc il ne devient jamais propriétaire des kélims. Alors, ce que vous avez entendu, je vais vous expliquer le problème. C'est que si on achète un cadeau à quelqu'un, pendant que le cadeau est dans les mains de celui qui donne le cadeau, il n'a pas de propriétaire. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas le propriétaire du ustensile qui le trempe. Or, c'est le propriétaire qui est censé le tremper. Bon, ça discute dans les post-kim sur ce que vous venez de soulever. Donc, Ah, excusez-moi. Donc, en fait, le problème, c'est le propriétaire, voilà, c'est le la propriétaire qui fait, propriété de l'objet. ou bien le chaliard du propriétaire, quoi, que ce soit quelqu'un qui le fait pour le propriétaire. Alors, en l'occurrence, dans ce que vous dites, si quelqu'un veut faire un cadeau, il y aurait une solution. C'est que celui qui achète le cadeau, dans sa tête, il pense que les ustensiles qu'il achète, il les achète pour lui. Ça lui appartient. Donc, si ça lui appartient, il a le droit d'être trempé. D'accord. Et une fois qu'il a trempé, il a le droit d'en faire un cadeau à qui veut. Ah, ok. Ça résout votre problème. Ah, d'accord, super. Merci beaucoup. Et donc, je voulais vous poser aussi une question par rapport au. Vous avez dit que par la distance, quoi, 1 heure entre la viande, Oui, le oui. lait et la viande. Mais c'est-à-dire, c'est pas après la bracha harona, c'est 1 heure Non, c'est après la fin de chazak. manger. Chazak. C'est pas bracha. Ça veut dire à la limite, vous pouvez faire la bracha chona et tout de suite commencer. Prenons un cas clair. Voilà, j'ai fini de prendre mon fromage à midi. Et j'ai fait la bracha chona à 2 heures d'après-midi. Oui. Ah, je peux tout de suite manger de la viande. Bah oui, ah oui, bah oui, parce que c'est. Ah, D'accord. les 2 heures, oui. J'ai fait 2 heures, j'ai fini le fromage, on peut le faire. Ok. C'est-à-dire Ah, bah, la distance, c'est entre les consommations et pas entre les repas. ok, génial. Ok, merci beaucoup, Rav. Je vous en prie. Merci. On va rendre l'antenne. Juste une petite question, excusez-moi. J'ai un autre cours qui commence, en fait, vite, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Est-ce que on peut mettre une quiche sur la plata qu'on sert toute l'année si on met beaucoup d'épaisseur ou est-ce qu'on peut mettre du fromage sur la plata ou c'est un Vous problème? parlez dans l'Ichot Shabbat ou dans l'Ichot Ouais, non, je parle. halal? Là, je vous parle pour le lait et la viande. La plata qu'on sert toute l'année. Est-ce qu'on peut mettre une quiche si on met beaucoup d'épaisseur d'aluminium dans une Alors, vous barquette à n'êtes pas dans, lui? j'ai compris. Vous n'êtes pas dans l'Ichot Shabbat de cuire et tout, vous êtes dans l'Ichot des Non, mélanges non, de je lait et parle de pas Yom viande. Tov. Je parle de Yom Tov. Est-ce que Donc, Shavuot, on peut mettre une alors, quiche vous sur la mettrez plata? sur votre plata, vous allez préparer avant, parce que c'est complètement interdit de déchirer du papier alu. Vous préparez 2 ou 3 couches de papier aluminium, vous le mettez d'une partie de votre plata en faisant très attention que ça ne touche pas les casseroles et tout, hein, ça je compte sur vous. Mais s'il y a un écran avec du Non, papier mais aluminium, vous qu'il pouvez est mettre. jetable, en aluminium jetable. Oui, oui, mais c'est indispensable de mettre de l'aluminium. Si vous mettez l'aluminium, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Voilà. Ok, merci à tout le monde. Ok, Merci. donc on va te souhaiter Kabbalat Torah, Besimcha, Bepimiut. Hein, Bezrat Hashem. Amen, amen, amen. Pas que ça merde. À bientôt, Donc, ça Kouatou. met On se retrouve avec Amigdash Bezrat Hashem. Amen, un amen. Bezrat Hashem.